Ce programme vous est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. L'art de transmettre les sciences ou la fragilité de la pensée rationnelle face aux biais cognitifs. Un sujet essentiel que nous allons aborder avec des chercheurs aussi passionnants qu'éclairés. Ce sera dans quelques minutes dans le grand JT. Comment Louis XIV est-il vu par les ados, plus précisément par une ado, le personnage créé par Hélène Mercier qui sera en plateau pour nous en parler. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Loïc Landreau vous parlera de ces jeunes Indonésiens accros aux jeux d'argent. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Ce matin, Gabriel Attal était l'invité de l'émission Les Maternelles sur France 2 avec quelques temps forts que vous vouliez évidemment partager avec nous. Le ministre de l'Éducation a été interrogé par des parents, leurs enfants et par des enseignants également qui lui ont laissé différents messages vidéo. Et il a notamment réagi aux travaux de la commission sur les rythmes scolaires qui souhaitent passer de 3 à 2 zones de vacances en hiver et au printemps. Je vous en avais parlé hier. Tout ça pour rééquilibrer le temps d'apprentissage entre 2 périodes de congé. Et voici ce qu'il a dit. Cela ne fait pas partie de mes plans immédiats de fusionner des zones. Ma priorité aujourd'hui, quand on parle des vacances, c'est comment faire en sorte que des élèves en difficulté, qui ont beaucoup de retard en français et en mathématiques, puissent faire des stages de réussite et peut-être faire leur rentrée plus tôt que les autres pour éviter l'échec scolaire. Le ministre précise qu'un élève en retard pourrait faire sa rentrée 2 semaines avant ses camarades, notamment à la fin de l'été, pour lui permettre d'être prêt lorsque les cours recommenceront officiellement. Gabriel Attal également interrogé sur la place de l'uniforme à l'école, dans le privé comme dans le public. Pour moi, le meilleur moyen pour faire progresser un débat, c'est de tester, a affirmé le ministre de l'Éducation. J'annoncerai donc dans les prochaines semaines une expérimentation d'ampleur de l'uniforme dans un certain nombre d'écoles, collèges, lycées dans plusieurs départements. Elle sera bornée dans le temps avec un vrai suivi scientifique pour qu'on regarde si ça a un impact sur le climat scolaire et sur la performance des élèves. Le ministre a précisé que dans plusieurs territoires ultramarins ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les résultats sont plutôt positifs, même s'il ne s'agit pas d'un uniforme au sens strict, mais d'une tenue unique. Et sur la question de la pénurie d'enseignants, Gabriel Attal se veut rassurant. Le principal sujet est d'arriver à recruter davantage d'enseignants. On sait qu'il y a un problème d'attractivité du métier, donc on a pris des mesures pour améliorer leur rémunération. Un enseignant qui débutait sa carrière gagnait 1 700 € par mois il y a quelques années. Aujourd'hui, il gagne 2 100 € net par mois et nous avons mis en place des dispositifs pour mieux rémunérer ceux qui remplacent des collègues absents de 40 à 70 € de l'heure. Voilà ce qu'a dit le ministre. Et je voulais d'ailleurs vous montrer cette image assez drôle que j'ai croisée ce matin sur X. Une publicité pour devenir enseignant sur un emballage de baguettes de pain. Comme quoi, le gouvernement met vraiment toutes les actions en place pour faire naître des vocations. Et voilà en tout cas les quelques verbatims que je voulais vous proposer de Gabriel Attal dans les maternelles ce matin sur France 2. Et c'est une émission que vous pouvez retrouver évidemment en intégralité sur le replay sur France TV. Présentée par Agathe Le Caron, que l'on salue. Au gouvernement toujours, le plan anti-tabac a été révélé aujourd'hui par le ministre de la Santé et parmi les mesures annoncées, l'interdiction de fumer devant les écoles. Et la hausse du prix du paquet de cigarettes à 12 € en 2025, 13 € courant 2026, le renforcement de la lutte contre la contrebande. Mais effectivement, ce plan souhaite surtout protéger les fumeurs passifs avec une extension des zones sans tabac. Désormais, on ne pourra plus fumer du tout devant les collèges et les lycées publics comme privés, tout comme dans les parcs, les jardins, les forêts et même les plages. Alors concernant les écoles, il y avait déjà certaines municipalités qui avaient publié des décrets pour interdire de fumer devant les établissements, mais là, la mesure va être généralisée. Et Aurélien Rousseau, qui est donc le ministre de la Santé, veut également mieux encadrer les produits de vapotage qui séduisent de plus en plus les jeunes. On l'écoute. Et je vous annonce également que j'engagerai très prochainement un travail avec l'ensemble des parties prenantes pour limiter les arômes autorisés dans les produits de vapotage. Nous élaborerons également une feuille de route pour renforcer la surveillance épidémiologique des produits du tabac et de vapotage et ainsi assurer une cohérence de la réglementation dès qu'un nouveau dispositif se présente. Je pense par exemple aux sachets de nicotine qui sont encore un nouveau mode de consommation arrivé très récemment dans notre pays et qui sont très
attirants et qui ciblent très explicitement les plus jeunes de nos concitoyens. Sur un tout autre sujet, vous nous en parliez hier, Loïc, un lycée privé musulman de Lille a été pointé du doigt pour différents manquements aux valeurs de la République et il vient de perdre son agrément avec l'État. L'établissement du groupe Averroès prône la non-mixité dans ses classes, propose un cours d'éthique musulmane basé sur un ouvrage qui fait l'apologie du salafisme et il a bénéficié de financements illicites venus du Qatar en 2014. Voilà, entre autres, ce qu'on lui reproche. Et après plusieurs années dans le viseur de l'État et dans celui du Conseil régional des Hauts-de-France, la direction du lycée Averroès était convoquée hier après-midi devant la commission de concertation pour l'enseignement privé qui était présidée par le préfet du Nord. Et le vote a été sans appel. Le contrat d'association liant l'établissement à l'État est officiellement résilié. Le lycée recevait 300 000 € de subventions chaque année jusqu'ici et le groupe a annoncé faire appel de cette décision devant le tribunal administratif. Et on termine avec cet agent administratif reconnu par des élèves sur un site pornographique. Oui, très rapidement. La semaine dernière, la direction du collège Trémolière à Cholet est prévenue que des élèves ont reconnu un des membres du personnel de l'établissement sur le site Pornhub. Les parents ont été prévenus en début de semaine. Quant à l'homme, il a été confronté aux images. Il a reconnu les faits et il a donné sa démission. La problématique, c'est que ses enfants aient vu ces images. Exactement, ça pose aussi la question de pourquoi avait-il accès à ces images. Merci beaucoup Loïc. D'où ça vient? À quoi ça sert? Est-ce que ça existe vraiment et qui le prouve? Autant de questions auxquelles les chercheurs et enseignants tentent de répondre lorsqu'il s'agit de transmission des sciences. La science peut-elle être manipulée? L'information peut-elle être biaisée par notre propre cerveau? Comment transmettre les sciences aux plus jeunes? C'est le sujet de la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur mon plateau Charles-Antoine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur et enseignant à Sorbonne Université Jussieu, également auteur et conférencier. On va parler de tous ces multiples métiers qui vous occupent. Également Giancarlo Rizza, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes physicien et directeur de recherche au commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le fameux CEA, à l'école polytechnique. Vous êtes membre de la chaire Arts Sciences. On va en parler évidemment, Arts Sciences. Alors quand on parle de sciences, on cherche toujours à vulgariser. Ce terme vulgariser, c'est un peu spécifique. Pourquoi c'est si nécessaire et en même temps difficile de pouvoir intégrer des notions scientifiques? Un premier qui veut répondre? Giancarlo Rizza. Je peux commencer. En fait, oui, parce qu'on a besoin d'expliquer. Quand on fait des sciences, on travaille sur des sujets qui sont complexes et donc on a besoin d'expliquer ce qu'on fait à un public plus large. Mais expliquer ce qu'on fait, parce qu'on parle de termes abstraits, parce qu'en finalement, expliquer ce qu'on fait, si on doit, je vais acheter 3 pommes, c'est des maths, ce sont des sciences. Oui. On pourrait être plus concret finalement. Pourquoi tout de suite partir dans l'abstrait et donc avoir besoin de toujours des explications, de vulgarisation? Parce que moi, ça fait des années que j'essaie d'expliquer à ma mère ce que j'ai fait et je n'y arrive pas. Donc, mais c'est parce que c'est votre maman, c'est différent. C'est l'émotionnel, c'est les fameux biais cognitifs qui rentrent en jeu, on en va en parler. Mais je pense aussi que la vulgarisation a ses limites. C'est pour ça que mon travail dans le cadre de la chaire, c'est d'explorer les limites de la vulgarisation. Ce que les scientifiques font, c'est de simplifier le sujet pour le rendre simple. Mais si on simplifie quelque chose, on réduit l'information, on enlève des morceaux d'information. Cela signifie que la personne qui reçoit l'information la reçoit en partie. Donc il y a une sursimplification d'un côté, et de l'autre côté, il y a une surinterprétation. Et ça, on l'a vu pendant la crise du Covid. Et oui, forcément, avec un virus qui arrive de nulle part, qui paralyse le monde entier, on se retrouve tous confinés, on ne sait pas ce qui se passe, on se demande comment est-ce possible qu'un vaccin arrive si vite après, et pourquoi le sida n'est toujours pas réglé, enfin le virus du sida en l'occurrence, le vaccin du sida, pardon, n'est toujours pas réglé. Voilà, c'est autant de questions qui se sont posées et qui ont fait l'objet, effectivement, d'interrogations. Et puis aussi, peut-être, les théories complotistes qui sont revenues de plus en plus. Oui, oui. Et donc, l'idée, pour moi, c'est de ne pas faire un travail sur le public qui reçoit l'information, mais plutôt au niveau des chercheurs. Parce que c'est les chercheurs qui doivent changer leur langage. Et dans ce cadre, j'essaie de développer des dispositifs participatifs où les chercheurs explorent lui-même les limites de sa communication. Et dans ces dispositifs, on va voir si les chercheurs trouvent des solutions. Eh bien, on va les explorer, figurez-vous, ces limites aujourd'hui, ensemble, tous les trois. Charles-Antoine, la vulgarisation, pourquoi alors? Est-ce que vous rejoignez les propos de Giancarlo Rizza?
Complètement. Pour moi, il y a vraiment un objectif non seulement donc d'expliquer la richesse et la complexité du monde, mais il y a même aujourd'hui un rôle citoyen à la vulgarisation, ou plutôt à la popularisation ou à la transmission d'un point de vue général. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a des décisions, des investissements très lourds, des décisions qui engagent tout le monde, qui sont prises très souvent, et pour lesquelles le public n'est soit pas au courant, soit ne prend pas conscience vraiment de ce qui se passe. Par exemple, sur l'intelligence artificielle en biologie, dans certains domaines de la génétique, et dans le domaine qui, moi, me passionne encore plus, la physique quantique et la deuxième révolution quantique en cours avec l'ordinateur quantique en figure de proue. Et pour rejoindre ce que disait Giancarlo, c'est vrai que la vulgarisation ou la popularisation, elle est nécessaire, et encore plus depuis le début du XXe siècle, quand on a découvert ce qu'on appelle donc la physique quantique et la relativité, ou les relativités d'Einstein, qui ont eu besoin, il y a eu une nécessité d'utiliser et d'introduire des mondes abstraits, des mondes symboliques, des mondes mathématiques, qui n'avaient rien à voir avec notre monde. Et donc on a perdu complètement la visualisation de ce qu'on pouvait manipuler pour décrire ce monde. Et ça a été vraiment une révolution conceptuelle, un changement de paradigme vraiment très fort, parce qu'il a forcé non seulement les scientifiques qui étaient dans les mains dans le cambouis dans la recherche, mais également tous les penseurs, les philosophes et le grand public, à revoir, comme disait Giancarlo, cette question du langage, puisque le langage commun n'était plus suffisant, adapté, pertinent pour décrire et d'une certaine façon transmettre ces nouvelles sciences qui venaient d'éclore. Alors justement, donc transmettre, c'est communiquer, et communiquer comment finalement? Quelle est la meilleure des façons? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que tous les moyens déjà sont bons pour faire passer des concepts scientifiques, pour pouvoir expliquer, ou en tout cas essayer de tenter de faire comprendre au plus grand nombre? Pour moi, oui. On en parlait tout à l'heure. En fait, est-ce qu'on peut expliquer un concept complexe, en mécanique quantique, sans utiliser la langue? Donc, on enlève un sens. Est-ce qu'on est capable de l'expliquer avec la danse, par exemple? Est-ce qu'on est capable de l'expliquer avec le dessin, le théâtre? Voilà. Est-ce qu'on est capable de l'expliquer sans utiliser des mots? Donc voilà, ça c'est des choses qu'on aimerait bien développer ensemble peut-être. Ça s'appelle l'art science justement, et on va en parler après, mais tous les moyens sont bons, je le dis dans le sens peut-être un peu plus cynique, j'allais dire. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, ce que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, forcément, tout serait bon à prendre, même Alors, s'il y a des choses fausses et bêtes? Non, bien sûr. Comme on en discutait hors antenne avec Giancarlo, c'est sûr que la popularisation ou la transmission, en particulier des sciences, dans ce cadre-là, il ne faut pas faire croire au public qu'ils viennent assister à un spectacle comme je peux faire, Equiquanto, ou dans des conférences, ou dans des vidéos de 5 minutes, 1 heure ou plus sur Internet. Il ne faut pas donner l'illusion de connaissance. Un des biais cognitifs qui est très important dans la transmission des sciences, l'illusion donner aux gens qui écoutent ou qui voient qu'ils ont compris, qu'ils ont tout compris d'une certaine façon et qu'ils vont être capables de devenir spécialistes. Toutes ces activités de vulgarisation, de popularisation, c'est sûr qu'il faut qu'elles soient bien faites au sens où il faut simplifier mais pas sursimplifier. C'est-à-dire qu'il faut simplifier jusqu'à une certaine limite, et c'est clair que l'exercice est délicat parce qu'il faut s'adapter au langage des personnes que l'on a en face de nous. Et par exemple, il y a des vidéos sur YouTube qui sont très très intéressantes. C'est anglo-saxon, ce sont des Américains qui font ça, où ils demandent à un spécialiste, à un grand ponte d'un domaine, de donner une explication d'un même thème, un même sujet, pour 5 publics différents. Pour un petit enfant, pour un jeune ado, pour un ado un peu plus grand dans les études, un jeune qui fait des études genre thèse de doctorat, etc., et puis quelqu'un de confirmé. Et c'est un exercice qui est très difficile parce qu'il faut adapter non seulement son langage, parfois les gens, en s'adressant aux enfants, ils vont prendre un réflexe assez humain de vouloir parler lentement et de façon un peu infantilisante. Alors qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est changer notre façon d'expliquer, trouver d'autres images, d'autres métaphores, de se mettre à hauteur au sens de parler vraiment avec le langage qui va matcher le plus avec le jeune. Et c'est très délicat. Tout en gardant la pertinence du propos. C'est-à-dire que c'est pas être simpliste, c'est être simple dans effectivement la façon de raconter,
mais ne pas être simpliste, ne En pas fait, simplifier. Il y a cette idée par la médiation scientifique, et on était d'accord avec Giancarlo sur ça, sur le fait non pas, comme on dit souvent dans l'expression, non pas remplir un vase, mais allumer un feu. Et vraiment, moi, c'est ça qui me guide vraiment, c'est-à-dire dans la médiation scientifique, il ne faut pas donner l'illusion que les gens vont tout comprendre en 5 minutes. Par contre, si on peut allumer ce feu, ce désir, en fait, c'est une question de désir, le désir de vouloir creuser par soi-même, de se dire ah, ça c'est intéressant, ça me perturbe, j'ai envie d'aller creuser par moi-même. Alors, quand on parle de science, et j'ai fait l'exercice dans la rédac, dès que je dis le mot science, qu'est-ce qui arrive juste après? C'est rationnel, rationalité, d'accord? C'est fait, simple, acquis, point. Il n'y a pas de discussion. Or, on sait qu'il existe de nombreuses façons justement d'expliquer une déviation de la pensée logique, ce qu'on appelle les fameux biais cognitifs dont vous venez de parler. Et j'aimerais qu'on explique cette théorie des biais cognitifs et donnons peut-être des exemples. J'en ai noté 3 qui est le biais de la croyance, de l'illusion de fréquence, du survivant. J'aimerais qu'on puisse en parler. Alors, moi, je ne suis pas expert des biais cognitifs. Par contre, on a samedi dernier organisé au Théâtre de la Ville une journée performée. J'allais y venir. Charles, vous me devancez. Était là. Ouais. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de transmettre un savoir scientifique? Ça s'appelle les nanorumeurs, effectivement, à l'atelier en question. Exact. Donc, c'est un dispositif que j'ai imaginé, et puis grâce à Charles, grâce à Nathalie Lidji-Guigui et grâce à Albert Nkeberg. Donc, on l'a mis en place. C'était très rigolo, en fait. On s'est beaucoup amusé. Alors, mais l'idée est la suivante, c'est, en italien, on l'appelle téléphone sans fil. Ouais. Dans les pays arabes, téléphone cassé. En France, téléphone arabe. Ouais. Donc, Charles présente un concept en mécanique quantique, et puis il doit transmettre une phrase en quelques lignes. Et le sujet de la phrase était l'intrication quantique, qui est un sujet dont tout le monde parle en ce moment, extrêmement complexe. Ouais. Et puis on avait des volontaires, et les volontaires essayaient de reproduire la phrase. Et puis à la fin du processus, Albert est monté sur scène et a expliqué pourquoi la phrase a été modifiée, quels ont été les biais cognitifs, pour quelles raisons finalement, voilà. Les gens ont mal compris, c'était une question de sémantique, c'était une question. Alors justement, qu'est-ce qu'un biais cognitif déjà? Alors, pour qu'on soit précis. Alors, il faudrait qu'Albert Moukaever soit là pour mieux le définir. Non, mais en une phrase, s'il vous plaît, Alors, Charles. Biais cognitif, généralement, on le voit comme une chose de négatif, alors que c'est pas toujours négatif. Un biais cognitif, ça permet aussi de survivre depuis des milliers d'années pour l'humain. Mais en tout cas, le biais cognitif, on pourrait dire plus généralement que ça va être une incompréhension ou une compréhension avec des filtres trop importants, en tout cas très importants, qui vont déformer une information, très souvent sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, un exemple tout bête, mais l'illusion de connaissance auquel je fais face dans mon travail d'enseignant-chercheur, donc à l'université avec mes étudiants de licence, de master, en particulier pour la physique quantique, c'est que les étudiants aient l'impression qu'ils savent déjà, alors qu'ils n'ont vu généralement qu'un petit saupoudrage dans les années précédentes. Et je prends toujours cet exemple de l'atome, je lutte contre ça, mais je ne suis pas le seul évidemment, mais de cet atome qu'on représente généralement comme étant une sorte de mini-système solaire miniature, avec le Soleil au centre qui jouerait le rôle du noyau et les planètes qui joueraient le rôle des électrons, alors que ce modèle qui est enseigné donc à presque tous les niveaux, qui est encore vulgarisé, qui est même utilisé par même des scientifiques encore, parce que c'est simple en fait, alors que c'est totalement faux. Et quand on est dans un cours de physique quantique, on doit dépasser ce modèle naïf faux. On rame énormément parce que c'est une sorte de biais alors à la fois donc d'illusion de connaissance, de biais de confirmation parce que c'est ce qu'on leur a appris avant et donc ils se disent je m'appuie sur ça. Mais alors justement, pardon, mais c'est ce que vous venez de dire qui est très intéressant, c'est que pourquoi on leur a appris? Parce que le il c'est qui? Ce sont des chercheurs, des enseignants qui l'ont appris. Bien sûr, mais alors il y a plusieurs raisons, mais c'est vrai que une des raisons principales, c'est que ça demande, ce que je disais avant, ça demande à lâcher beaucoup de choses. La physique quantique et la relativité, en début du XXe siècle, elles nous ont appris elles ont remis en cause toutes nos certitudes, c'est-à-dire sur le temps, sur l'espace, sur la matière, sur la lumière, sur l'absence, le fameux vide quantique, sur quasiment tout, sur à la fois ce qu'il y avait dedans, sur le cadre, sur notre accès au monde aussi, sur notre interaction avec ce monde, sur le fait qu'on observe, qu'on mesure le monde en se disant c'est un monde qui existe indépendamment de nous et de nos appareils de mesure, alors que non en fait. Et donc tout ça enlève tellement de certitudes qu'on est obligé d'aller chercher d'autres nuances, d'autres choses beaucoup plus complexes, et d'accepter l'intangible. C'est pareil, c'est aussi un biais, le biais de réification. On pourrait dire on a envie de manipuler et d'expliquer des choses
qui nous semblent certaines, sûres. Alors justement, parce que pour que ce soit clair un peu pour tout le monde, le biais de croyance, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être, si j'ai bien compris, l'idée en fait, d'avoir la certification de quelque chose que j'avais l'impression déjà de savoir. Et donc, ce qui me rassure. Est-ce que c'est ça ? Et oui, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est vraiment le type de biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va confirmer, on va essayer de saisir et de filtrer les informations qui sont autour de moi, qui vont confirmer ma croyance ou mes informations. D'accord. C'est exactement ça, en fait. Les gens ont peur de l'inconnu. Donc, ils préfèrent amener des connaissances autres à quelque chose qu'ils connaissent, forcément en les modifiant. Et cette modification fait que finalement... Mais aussi d'où la dérivation vers effectivement les théories complotistes. Par exemple, ce que je connais, c'est une Terre plate, a priori, sinon je vais tomber. Et donc, se dire que la Terre est ronde, fatalement, on a du mal à croire que ça puisse être vrai. Or, bon, heureusement, nous savons désormais que ça l'est. Mais c'est effectivement ces biais-là dont on parle. Parce que le mot biais peut être un peu confusant pour tout le monde. Donc, en fait, c'est ça, c'est cette idée qu'il y a plein de choses qui sont en fait autour de nous et qui rassurent et qui peuvent modifier une pensée logique. On est d'accord ? C'est quelque chose de culturel. C'est notre culture qui fait que finalement nous allons interpréter des informations d'une manière plutôt que d'une autre. D'accord. Et alors, effectivement, pour en revenir à cet atelier de nano-rumeurs ou de téléphone sans fil dont on parlait, en fait, pourquoi cette expérience ? En fait, que fallait-il démontrer ? J'ai envie de la placer, cette phrase, parce que bon, je l'ai tellement écrite. À toi, Giancarlo. Je l'ai tellement écrite à l'école. En fait, quand on est scientifique, on a une certitude qu'on est capable d'expliquer ce qu'on fait. Et moi, je voulais démontrer que ce n'est pas du tout le cas. Et je voulais le démontrer devant tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai pris des personnes qui ont accepté en fait, de jouer le jeu, de se mettre en danger. Et puis finalement, c'est vrai, on n'est pas capable d'expliquer. On est capable de raconter notre histoire, notre vérité, mais cette vérité, elle est réinterprétée en fonction des gens, des volontaires. Et donc, on a vu que cette information-là, elle s'est déformée. Est-ce que le cerveau aussi a tendance à modifier une information, tout simplement parce que, en fait, il ne la comprend pas, effectivement, c'est rassurant dans une forme, ou simplement parce que ça ne fait pas partie de son cadre, et donc, du coup, c'est plus simple. Bien sûr, bien sûr. Et c'est humain ? C'est humain, et par exemple, vous parliez de la formation, typiquement en France, il y a un réel souci dans la formation scientifique des instituteurs, des profs de collège, de lycée, parce que, et c'est notre faute en fait, nous les vulgarisateurs, ou par exemple j'écris aussi donc livres de vulgarisation, mais aussi des livres de niveau universitaire, et c'est notre faute si on met des images dans ces premiers moyens d'accès que sont les livres de vulgarisation. Par exemple, j'imagine un institut ou un prof qui se dit aujourd'hui, il faut que je me mette à jour sur l'intelligence artificielle, sur la génétique et sur les nouvelles technologies quantiques. Première chose qu'il va faire, c'est regarder sur Internet, regarder des vidéos ou lire des bouquins de vulgarisation. Et c'est notre faute si nous, on ne fait pas le bon boulot. Et j'en parlais encore ce matin avec Jérémy Casalas, qui fait un podcast qui s'appelle « Deviens génial ». Et j'en parlais avec lui sur un auteur que je traduis ou je co-traduis, qui s'appelle Tim James, un auteur anglais, et qui, justement, quand vous disiez la Terre plate, lui, eh bien, quand les enfants de ses classes, donc au niveau collège, lui disent un jour, vous nous dites que la Terre est ronde, mais nous, on voit bien qu'elle est plate, eh bien, lui, il a une formation scientifique, naturellement, il va de lui-même avoir cette appétence, ce désir de vouloir, non pas convaincre par les mots, mais de leur dire, eh bien, faisons l'expérience. Tout ça, prendre un ballon, mettre de l'hélium, attacher un téléphone portable bas prix pour le sacrifier, qui envoie des photos régulièrement, le laisser monter, et voir qu'au bout d'un moment, la Terre est bien ronde. Eh bien, ça, le fait de faire ça, ces expériences-là, on en a vraiment besoin, et dans la formation, que ce soit des instituts, des profs, etc., de sciences, c'est très rare qu'il y ait naturellement une envie ou une formation initiale vers les sciences. Par exemple, je ne sais pas quels sont les pourcentages, mais c'est une énorme majorité au niveau des instituteurs qui sont avec une formation littéraire, d'histoire géo, de philo, de français, etc., de langue. Alors, et très très peu au niveau sciences. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, dans les pays anglo-saxons, qui n'est pas du tout, c'est presque l'inverse. Dans les pays anglo-saxons, ils ont toujours ce show and tell, c'est-à-dire toutes les semaines, ils doivent parler de choses physiques autour d'eux, la physique du quotidien en fait. Et donc ça les forme à cet esprit scientifique dont parlait Bachelard. Juste pour revenir à cet atelier nano-rumeurs que vous avez donc organisé, je pense qu'à l'heure où la fabrique de rumeurs, et on est aussi responsables, nous journalistes, nous médias, à l'époque de l'overdose de fake news que l'on voit un peu partout justement, et de la désinformation, c'est essentiel de l'étudier à l'école, parce que c'est une façon d'expliquer que dans une cour de récré aussi... Nous avons tenté une
seconde expérience qu'on appelait les poster goûter. Alors, poster goûter, bien sûr, je l'ai dans mes petites notes. Extraordinaire, cette possibilité de poster goûter. L'idée, c'est l'idée de base, donc je réponds à ce que Charles disait, est-ce qu'on est capable de construire un savoir à partir d'un non-savoir? Alors, on pourrait expliquer, donc c'est une affiche, c'est ça, éditée. Donc du coup, on a pris des étudiants d'une école d'art, design, l'école Estienne, et puis on les a fait rencontrer par petits groupes avec des chercheurs de renommée mondiale. Et puis, les chercheurs avaient 2 heures pour expliquer sa recherche. Puis les étudiants sont rentrés à l'école, et ils avaient 2 mois pour faire le poster scientifique du chercheur à partir de ce qu'ils avaient compris. Est-ce qu'ils étaient capables de construire le savoir du chercheur à partir de une petite discussion? Et puis, ils ont découvert ça le samedi, en fait. Et voilà, ils ont présenté la recherche du chercheur, le chercheur a rebondi, et puis la table a été retournée. Donc, c'est une idée qui a été développée une première fois à l'ENSAD par Samuel Bianchini, est devenue une table à manger. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que le fait de retourner la table casse la hiérarchie entre experts et non-experts. Et on met tout le monde sur un plan d'égalité. Et donc, on introduit une autre chose qui est très importante, c'est le côté humain. Donc, on parle science, on parle de nous, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Et il y a aussi un autre élément qui, pour moi, est super important, c'est que finalement, dans les posters, il y a des erreurs. Il y a des erreurs de non-compréhension. Et ces erreurs-là font partie du jeu. Donc, on va aussi essayer de débattre, de discuter autour des erreurs qui ont été introduites, essayer de comprendre pourquoi. Alors, donc, il y a ce fameux nanorumeur, ce téléphone sans fil, ce poster goûter, cette idée ludique de pouvoir transformer la science. Et puis, il y a l'art-science dont on parle, effectivement, le théâtre, la musique, enfin, les arts sous toutes les formes, finalement, toutes leurs formes, pour pouvoir, justement, parler science. Vous avez, lors d'un spectacle que vous proposez, donc, samedi 16 décembre, vous en avez parlé déjà, parce que vous êtes très bon en communication, qui s'appelle Equicanto, au Théâtre de la Reine Blanche, où on va marier le temps d'un show artiste et scientifique, c'est ça, afin de transmettre une science. De quelle manière? Alors, c'est dans le cadre d'un festival. Alors, le spectacle que j'ai créé avec mon ami artiste Paul Kichilov, il s'appelle donc Equiquanto, donc c'est sur la physique quantique et l'art équestre dessiné en direct. Mais en fait, ça s'inscrit pour cette représentation-là dans le cadre d'un festival qui s'appelle Des savants sur les planches. Il y aura des magiciens, il y aura plein d'autres qui a été initié par Elisabeth Bouchot, qui est la fondatrice et la directrice du Théâtre de la Reine Blanche. Et donc oui, maths et magie, chimie et musique, théâtre et relativité, c'est génial. Tous les soirs, il y a un spectacle où sur scène, il y a un artiste et un scientifique qui n'ont pas été improvisés comme ça, qui ont construit quelque chose patiemment, longuement depuis très longtemps. Et donc, en ce qui concerne Equiquanto, c'est clair que c'est quelque chose de très novateur. Généralement, les spectateurs en prennent plein les yeux, plein les oreilles, les neurones et même les zygomatiques un peu. Mais c'est quelque chose c'est vraiment une voie d'exploration que j'adore, qui m'anime beaucoup. Comme disait Giancarlo, dépasser le simple langage intellectuel, c'est-à-dire vraiment aller vers ce lien art-science pour montrer. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la physique quantique, à la relativité, d'une façon générale, à la complexité du monde, qu'on ne peut plus visualiser ou décrire simplement, on est obligé d'utiliser d'autres langages. En particulier, ce langage art-science, c'est pas nous qui l'avons inventé. Dès le début du XXe siècle, la plupart des grands scientifiques avaient eu l'intuition que les mathématiques seules ne seraient pas suffisantes pour que les gens comprennent au sens étymologique, qu'ils prennent avec eux ces nouvelles sciences. Donc ce spectacle art-science que j'invite tous les spectateurs à venir voir, ça va les désarçonner. Plus que 10 secondes, une petite Je voulais juste conclusion. dire une chose, en fait, le spectacle qu'on a eu samedi dernier au Théâtre de la Ville, en fait, on met en scène, on transforme une conférence scientifique en spectacle vivant. C'est ça l'objectif. C'est ça, c'est mettre des sens dans les sciences. Mettre des sens dans les sciences. Ouais. Et comme vous disiez, au niveau des moyens de transmission, je sais par exemple, il y a des MOOC. Par exemple, le dernier MOOC de Thomas Schlesser, donc dans la fameuse chaire Art Science, si chère aussi à Julie Soré, qui est avec Giancarlo qui s'est J'ai noté tous les noms, je vous promets. Julie Soré et Giancarlo Risa. Il y aura tout le monde là. De cet événement. Et c'est vrai que, oui, il y a des MOOC, par exemple celui-ci de Thomas Schlesser, sur l'histoire des liens art-science de la Renaissance à aujourd'hui.
Ça, c'est vraiment d'aller vers des transmissions de qualité sur Internet. Et je pense qu'il y a une chose, mais il y en a certains qui commencent déjà, d'aller sur les moyens de communication des plus jeunes. Parce que nous, scientifiques, alors voilà, moi j'ai des cheveux blancs, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai des cheveux blancs. Mais les moyens de communication des plus jeunes, c'est-à-dire TikTok et Instagram, il faut investir ces lieux de la part des vulgarisateurs scientifiques parce que sinon d'autres le feront. C'est ce qu'ils font déjà pas mal. Hein. Et de façon inappropriée. Et donc, merci. Il faut aller vers ces Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Charles-Antoine, alors vous avez, on l'a dit, Equicanto le 16 décembre. Et puis aussi votre dernier livre qui est toujours disponible. C'est ça, c'est Schrödinger, c'est ça, à la plage. Schrödinger à la plage. La physique quantique dans un transat. Aux éditions, Très très bon livre. Forcément. Et Giancarlo Rizza, merci encore d'avoir été avec nous, physicien, donc je disais, et directeur du CEA à l'École Polytechnique. Merci beaucoup. Merci de m'avoir expliqué tout ça et d'avoir aussi permis de nous élever, nous, vous qui nous regardez, voilà, sur cette transmission des sciences qui est aussi nécessaire que passionnante. Merci. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation. Alors, rendre l'histoire accessible aux jeunes en vulgarisant les choses et en leur parlant avec leurs mots, c'est ce que propose justement Poulpe Fiction avec la collection 100% bio. On appelle ça comme ça, 100% bio. Alors, vous voyez, il y a Mozart, il y a le temps des Romains, il y a le manga vu par deux ados et il y a surtout Louis XIV vu par une ado absolument géniale dont on va parler grâce à l'auteur et journaliste Hélène Mercier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc écrit Louis XIV vu par une ado. Les illustrations sont de, alors j'ai peur d'écorcher son nom, de Julie Stabozeski. Voilà, magnifique. On adore évidemment cette collection et c'est celui-ci en particulier. Comment vous avez fait pour retracer effectivement la vie de Louis XIV, mais vue par justement le regard d'un ado, enfin d'une ado? Est-ce que c'est vous qui parlez quand vous étiez ado ou est-ce que c'est l'ado d'aujourd'hui que vous entendez parler dans les établissements? Alors, dans l'idéal, c'est l'ado d'aujourd'hui, justement. L'idée de ce livre et de la collection 100% bio, c'est vraiment de décrire un personnage historique au prisme des ados d'aujourd'hui pour justement créer un intérêt et puis les présenter comme des personnages dont on peut suivre les aventures comme des personnages de romans ou en l'occurrence ici de séries. Donc il a fallu étudier les ados d'aujourd'hui, c'est-à-dire se mettre complètement... Bon, vous n'êtes pas très très loin non plus de l'âge d'une adolescente, mais enfin, vous avez dû quand même, j'imagine, vous plonger dans la vie d'une ado actuelle. Oui, alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un ado à la maison, donc ça aide beaucoup pour essayer de s'imprégner un peu des langages, des centres d'intérêt aussi. Et puis, de par mon métier, je suis journaliste, donc je fréquente pas mal les réseaux sociaux et ça permet aussi de pouvoir transcrire un peu les codes et d'essayer d'avoir ce rythme et un peu punchy dans les échanges. Alors, éclairez-moi, à quoi s'intéresse un ado aujourd'hui? Puisque j'en ai un aussi et j'aimerais confronter nos idées. Alors, il s'intéresse aux séries, donc à une narration, un mode de narration qui est très, très dynamique, avec beaucoup de rebondissements. Il s'intéresse au manga aussi, dont traite notamment un des titres de la collection. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi s'intéresse mon ado. Je ne prétends pas que ce soit une vérité générale. Je pense qu'en termes de narration et de rythme, c'est important de proposer des personnages à qui il arrive plein de choses. C'est justement l'objet de la collection et l'objet de ce livre. Alors, c'est génial, ces deux personnages, aussi drôles que passionnés, Lou et Charlie, qui racontent effectivement leur vie, leur intérêt, puis tout d'un coup, leur intérêt pour Louis XIV. Effectivement, l'étoile de Versailles, le king de la perruque, j'ai nommé Louis XIV, c'est Lou qui dit ça, je crois. Charlie qui réagit, en plus, avant, c'est très drôle. Et en fait, c'est tout fait sur la base de toute une série de questions assez marrantes et puis tout simplement assez simples et tellement passionnantes. Il y a déjà un Parlement, parce qu'effectivement, il parle de Parlement juste avant. On se demande ce que c'est qu'un Parlement, on ne sait pas toujours. Les rôles modèles, tous les gens dans sa chambre, ça parle de quoi? Et donc, en fait, c'est une logique de questions qui sont posées et auxquelles chaque personnage répond. C'est ça. En fait, comme Lou découvre un peu donc nous, la narratrice qui décide de consacrer une série en fait de live sur Twitch à ce personnage qui est Louis XIV, qu'elle a découvert en cours et qui l'a complètement passionné. Et elle va se poser une série de questions sur son mode de vie, vraiment le quotidien d'un personnage comme ça qui est devenu un personnage historique, mais qui est aussi une personne qui a été un enfant, qui a appris le métier de roi, qui a d'un seul coup pris le pouvoir, qui est devenu le roi Soleil. Et elle le suit un peu. C'est une logique d'épisode en somme. On est dans une série donc avec des épisodes
très thématique. Elle va interroger vraiment le mode de vie de ce souverain. Et elle est questionnée aussi par les internautes, par sa communauté sur Twitch. Ouais. Et ce qui permet justement de varier les points de vue et puis quelquefois aussi de poser une critique sur ce personnage, parce qu'on est dans le regard d'ado d'aujourd'hui et certains comportements du personnage ne collent plus avec les usages de 2023, nécessairement. Des comportements sexistes, par exemple ? Par exemple, typiquement, oui, la démultiplication des maîtresses, et puis tout ce qui peut être dit sur le fait qu'il engage des guerres à tour de bras, tout ça, c'est des choses qui vont parfois choquer les internautes, et puis donc on essaie d'apporter des réponses très concrètes, et puis de leur permettre aussi d'apporter un regard critique sur la situation. Alors pourquoi Louis XIV précisément ? Parce que vous auriez pu choisir effectivement Napoléon à l'occasion de la sortie du film, ou d'autres personnages très emblématiques de l'histoire. Alors Louis XIV, parce que je le découvre aussi en tant que lectrice d'une histoire je suis une grande fan d'Alexandre Dumas, et Louis XIV, je le découvre d'abord en classe comme tout le monde, et puis surtout en tant que lectrice de romans dans la saga des Trois Mousquetaires, donc dans le volume 2 qui est 20 ans après, et dans le 3e volume qui est le Vicomte de Bragelonne. Et Louis XIV apparaît comme un personnage vraiment du roman, donc sa vie est décrite avec beaucoup de précision par Alexandre Dumas, avec beaucoup de fidélité à la réalité, mais avec ce souffle que peut avoir un roman. Et c'est ça qui m'a passionnée dans ce personnage, de le voir incarner peu à peu ce rôle de roi, devenir le personnage auquel il était destiné, mais il va endosser le costume de son propre chef, et ça, c'est passionnant. Alors, ce qui est génial, effectivement, dans ce livre, Louis XIV vu par une ado, je rappelle, et par Hélène Mercier qui est avec nous, c'est l'idée que, en fait, les jeunes ne se rendent pas compte qu'en lisant ce livre et en s'amusant, en se divertissant, évidemment, ils apprennent l'histoire. Ils apprennent, alors c'est dans l'idéal, en tout cas ils découvrent, ils se documentent, et puis ce qui est génial aussi dans cette collection, c'est qu'au-delà du texte, il y a l'image, la force de l'illustration, c'est une collection aussi qui est très travaillée du point de vue graphique, et c'est pour moi de plusieurs façons d'attirer l'attention du lecteur, parce que le lecteur 9-12 ans auquel est destiné ce roman est souvent très exigeant, avec une capacité d'attention qui n'est pas toujours... il faut le capter, il faut l'intéresser, il demande beaucoup, et dans cette collection là, on a aussi énormément d'illustrations qui sont très drôles de Julie, justement. Et je trouve que c'est ce qui permet aussi d'imprimer les connaissances chez le lecteur. Alors, il y a aussi un QR code dans ce livre. À quoi il renvoie ? Alors, toutes sortes de contenus en ligne qui permettent d'enrichir, justement, d'aller plus loin, en utilisant aussi les outils d'aujourd'hui des ados. Donc, avec le smartphone, on va aller voir de la vidéo, on va aller voir toutes sortes de supports sur YouTube, sur des sites internet, pour compléter les informations et pour aller plus loin, si toutefois le lecteur le souhaite. Des supports que vous avez rédigés, ou des supports qui existent déjà, en fait, et que vous avez validés, en gros ? C'est ça, qui sont accessibles, en fait, et qui permettent aussi aux jeunes lecteurs de trouver des sources différentes pour pouvoir se cultiver au-delà de ce livre-là. Et c'est un support qui est utilisé sur tous les ouvrages de la collection. Oui, alors comment justement réagissent les enfants, enfin les jeunes, les ados qui lisent Louis XIV vu par une ado ? Est-ce qu'ils se sentent totalement dans le thème ? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être un peu dépassés ? Quelle réaction ? Par rapport au personnage, oui, il y a des choses qui paraissent totalement surannées, notamment sur les droits des femmes. Moi, j'ai ma fille de 8 ans qui a lu le livre, alors, elle est encore un peu jeune pour le découvrir, mais qui était consternée de savoir que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, et qu'à l'époque, c'était ne serait-ce que le fait... Alors, c'est plus récent, mais encore jusqu'à récemment, les femmes qui ne pouvaient pas porter de pantalon à l'Assemblée nationale, c'est un exemple beaucoup plus récent. Mais c'est ce genre de contraste qui peut les interpeller, notamment. Parler d'histoire, est-ce que c'est une façon aussi, alors par le biais de ce livre-là et de cette collection de manière générale, la collection 100% bio de Poulpe Fiction, d'autres figures représentées, est-ce que c'est une façon aussi d'intéresser de plus en plus aussi les enfants, les jeunes à, bien sûr, des personnages historiques, des rôles modèles, mais aussi, là, quand je pense à Mozart, effectivement, à l'art et à la culture de manière générale. Parce que c'est une façon aussi, peut-être, à défaut que d'aller écouter de la musique classique lors d'un concert symphonique, une façon aussi de découvrir Mozart autrement. Ah oui, bien sûr, et puis de justement savoir qui était Mozart, comment il a grandi. Moi, j'ai lu justement celui-ci, et j'ai été touchée par l'enfance de Mozart, qui a été très, très portée par son père. J'espère ne pas dire de bêtises, d'avoir gardé un souvenir précis, justement. Et ça permet d'entendre sa musique différemment. Et c'est peut-être justement l'intérêt de cette collection-là, c'est qu'on connaît, en fait, les ados en classe voient qui est le personnage de Louis XIV, ce qu'il a fait dans les grandes lignes, mais le fait d'en savoir plus sur lui, ça peut aussi permettre de mieux comprendre à la fois qui il était, ce qu'il a fait, et puis ceux qui l'ont précédé, ceux qui l'ont suivi. Et ça vaut pour toutes les thématiques.
Et c'est aussi l'intérêt justement d'avoir des renvois vers des supports en ligne qui vont permettre d'élargir les horizons pour les enfants qui seraient vraiment passionnés par le sujet. Ça vous a donné envie d'écrire sur un autre personnage historique, peut-être prochainement ou pas ? Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages, notamment j'avais pensé à Shakespeare, ce genre de personnages dont on connaît qui sont des monuments, mais est-ce qu'on les connaît vraiment ? Est-ce qu'on connaît vraiment leur histoire et leur vie, la société dans laquelle ils évoluaient ? Moi, je ne la connais pas et c'est vrai que le simple fait de me pencher dans leur vie pour pouvoir rédiger ce genre d'ouvrage, c'est passionnant. Alors peut-être qu'on pourra vous recevoir très prochainement pour un livre sur Shakespeare consacré aux jeunes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hélène Mercier. Je rappelle que vous êtes journaliste et donc autrice de ce livre Louis XIV vu par une ado aux éditions Poulpe Fiction. Sympathique ce nom d'éditeur, je trouve. Illustré par Julie Stabozewski. J'espère que je l'ai pas mal dit. Voilà, 1, 2, 3 actions. Ici Lou pour vous parler d'un personnage fascinant, Louis XIV, un enfant star à la perruque toujours impeccable et dont les décisions ont façonné l'histoire de France. Ça impressionne, mais qui était vraiment ce roi passionnant ? C'est parti pour un récit digne de la plus incroyable des séries. Tout est dit. Merci à vous d'avoir été avec nous, Hélène Mercier. Merci à vous. On va retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, cette semaine, vous nous emmenez en Indonésie où les écoliers sont de plus en plus accros aux jeux d'argent en ligne. Oui, et on peut peut-être commencer par faire un peu de géographie. L'Indonésie, c'est là, à cheval entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, un archipel composé de 17 000 îles, dont 922 sont habitées. C'est le 4e pays le plus peuplé au monde avec 270 millions d'habitants répartis en 1300 groupes ethniques et 700 langues et dialectes différents. Alors, comme vous me l'avez écrit si joliment, un territoire multiple visage qui fait face à un défi éducatif et sanitaire auquel il ne s'attendait pas. Ouais, c'est BBC News Indonesia qui tire la sonnette d'alarme puisque plus de 2 millions de femmes et d'enfants sont complètement accros aux jeux d'argent en ligne, type machine à sous, poker, etc. Jusqu'ici, ça ne touchait que principalement les ados, mais de plus en plus d'élèves de primaire sont hospitalisés et diagnostiqués dépendants à ces jeux. Et les cas sont très graves. La BBC cite l'exemple d'une clinique qui est située au sud de Jakarta, qui accueille actuellement 50 enfants. Ils sont décrits comme gaspilleurs, irritables, incapables de dormir et de manger, renfermés sur eux-mêmes, et ils présentent même des capacités d'apprentissage altérées. Ils ne sont donc plus capables de suivre un enseignement scolaire normal. Alors de quelle façon ils sont devenus accros, ces enfants ? À cause des streamers, à cause des youtubeurs, à cause des tiktokers et des influenceurs, puisque la publicité pour les machines à sous en ligne est leur gagne-pain dans ce pays principalement. Et comme ils sont très suivis par les jeunes, forcément, ils les poussent à mettre de l'argent sur ces plateformes. Mais tout le monde sait que ces jeux sont faits pour que ce soit la machine qui gagne. C'est un peu comme dans les casinos un petit peu partout dans le monde. Donc dès que les enfants n'ont plus de crédit, ils font des crises incontrôlables jusqu'à être hospitalisés. Oui, parce que le principe, faut le redire à chaque fois, c'est qu'ils gagnent toujours un peu avant de perdre beaucoup. C'est ça, on joue en fait sur la psychologie de notre cerveau et puis le leur est encore en construction, donc c'est encore pire. Ils gagnent un peu d'argent sur les premières parties pour les hameçonner, pour leur donner envie d'investir, de mettre encore plus de pièces. Et quand ils sont bien ferrés, l'algorithme les plume, purement et simplement. Et c'est encore plus difficile à encaisser quand on est un enfant et qu'on a beaucoup de mal, bien sûr, à gérer l'échec, la défaite et la frustration. Et alors le problème, c'est l'accès. Comment font-ils pour jouer alors qu'ils sont mineurs ? Alors, déjà, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait se dire, ça touche principalement des enfants des classes moyennes supérieures, c'est-à-dire celles qui ont assez d'argent pour payer l'hospitalisation de leurs enfants dans un pays qui compte quand même près de 30 millions de personnes qui vivent avec l'équivalent de 27 € par jour. Là, on est donc sur un public plutôt aisé pour le pays, avec des enfants qui reçoivent de l'argent de poche. Et cet argent de poche, souvent, ce sont des virements sur des portefeuilles électroniques. Et en Asie, beaucoup de jeunes, en fait, payent avec des cartes de crédit sur leur téléphone ou alors en micro-virement. Donc, quand les enfants reçoivent leur argent, ils ne le gardent pas, ils le transfèrent directement sur le portefeuille en ligne de ces plateformes de jeux. Ils se mettent à jouer depuis leur téléphone portable ou leurs ordinateurs, sachant qu'en fait, pour jouer, il faut des micro-mises. C'est l'équivalent de 10 000 roupies, soit 60 centimes d'euros. Et est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour ça ? Alors, le gouvernement indonésien, il est un petit peu comme le nôtre face à l'accès aux sites pornographiques. C'est-à-dire que ce sont des entreprises privées, donc ils ne peuvent pas décider de fermer des entreprises privées. Le seul moyen, en fait, c'est de couper l'accès à ces plateformes en supprimant les publicités qu'elles font sur tous les réseaux sociaux. Depuis juillet 2023, c'est-à-dire depuis 4 mois, il y a eu 450 000 suppressions
de publicité qui visaient principalement les enfants et les ados. Les autorités ont effacé aussi le contenu de streamers qui en font la promotion. Là, c'est plus d'1,5 million de contenus supprimés. Et le gouvernement travaille aussi en lien avec les opérateurs téléphoniques pour empêcher les SMS qu'ils envoient sur les téléphones des enfants et des ados pour leur proposer de cliquer et d'aller là-dessus, sur ces plateformes-là. Et oui, autre problématique, évidemment, celle des parents. Alors, le sort de tous ces enfants dont les parents ne peuvent pas payer les frais d'hospitalisation? Eh bien oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants très modestes qui, du coup, ne sont pas pris en charge et ils finissent tout simplement par être déscolarisés puisqu'ils font des crises incroyables qu'on ne peut pas juguler et c'est un vrai problème. Donc, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour enrayer le phénomène au point qu'il souhaite créer une équipe spéciale composée de la police, de l'autorité des services financiers et du centre des rapports et analyses des transactions financières pour essayer de juguler un petit peu tout ce mouvement-là. Mais c'est quasiment insoluble et en réalité, le travail est très très long. Merci beaucoup Loïc. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, elle reçoit l'humoriste Ayoub Marceau. Tu disais que tu étais un élève un peu rebelle. Rebelle, non, parce que j'étais pas celui qui faisait du mal aux gens, mais j'étais celui qui s'ennuyait vite, donc moi j'étais obligé de sortir des vannes. Donc si j'allais pas en classe et qu'on rigolait pas, je perdais ma journée, tu vois. Et t'étais pas bon élève alors? Si. Si? Parce que ouais. En fait, il y a un truc qui m'a sauvé, c'est le sport. C'est que comme j'étais le meilleur de mes collèges et de mes lycées, quand j'étais en sport-études... T'étais déjà le plus grand? Ouais, non mais j'ai vraiment été très bon en athlétisme. Et du coup, j'avais toujours le prof de sport qui me soutenait. Et non, en vrai, je comprenais très vite les choses. Après, oui, j'étais très nul en maths, par exemple. Mais sinon, j'aime beaucoup moi la langue française. J'aimais beaucoup les cours de français, j'aimais beaucoup les cours d'histoire. Donc je m'intéressais, mais dès que j'avais un peu l'info, je passais à autre chose, tu vois. Et t'arrivais à avoir des bonnes notes alors? Sans trop travailler? Non, j'avais la moyenne, quoi. J'avais 12, 11, tu vois, mais 13, tu vois. Mais... Quel souvenir tu gardes de cette période-là? C'est une des meilleures périodes de ma vie, j'ai l'impression. C'est vrai? Je retrouverai pas ce truc. Je sais qu'il va se passer encore plein de choses dans ma vie et il se passe encore plein de choses et je suis hyper reconnaissant déjà de tout ce que j'ai. Mais je sais que ce truc, il y a une nostalgie, tu vois. Et il y a une nostalgie de l'enfance qui fait que, en fait, c'est l'inconscience de la jeunesse, moi, que je trouve hyper belle. Oui. Bah ça, tu sais que c'est terminé. C'est l'inconscience de la jeunesse, grave. C'est l'inconscience de la jeunesse. Est-ce que t'avais un prof préféré? Mon prof de sport, Monsieur Beignet, Daniel Beignet. C'est quelle classe, ça? 6e, prof de sport. Et c'est lui qui voit mes capacités en athlétisme. Et toujours, il me disait, Ayoub, t'es grand, fais du saut en hauteur, t'es bon, nan. C'est grâce à lui que tu te décides à en faire? C'est grâce à lui. C'est grâce à lui, il m'a grave soutenu, ce prof. Et tu te mets à quel âge à faire du saut en hauteur alors? Dès la 6e? Dès la 6e, je commence l'athlétisme. En fait, c'est un sport où... C'est un sport... C'est pas un sport, en tout cas, avec lequel j'ai grandi, moi. Moi, j'ai grandi avec le foot et la boxe. Et du coup, l'athlétisme, c'est vraiment, je l'ai connu au collège, et en faisant des cours, en faisant les cours d'EPS, etc. Et le prof, il voyait que j'étais très bon, et du coup, au début, j'en ai fait un petit peu. Après 5e, j'ai commencé vraiment à mettre dedans, et après, j'en ai vraiment fait à fond, quoi. C'est-à-dire, à quel âge tu en fais à fond? En fait, le truc, c'est en 5e, je fais 3e du championnat de France scolaire. D'accord, oui. Donc... Et moi, je faisais du foot à côté, et c'est à partir de là que le prof, il m'a pas lâché, quoi. C'était à quel âge? C'était à 12 ans. Non, j'ai arrêté le foot à 16 ans. Ah oui, quand même. C'est quand je suis parti en sport-études. Ouais, je faisais 2 entraînements. Je faisais foot et athlétisme. Et t'étais fort en foot aussi? J'étais un bon joueur. J'étais un très bon joueur. Après, au foot, en vrai, moi, j'ai grandi avec des mecs qui étaient très bons, mais le foot, en vrai, il n'y a pas de... Soit t'es très fort, soit il n'y a pas de je suis bon, je suis très bon, tu vois. Moi, j'étais un bon joueur, mais j'aurais pas pu faire carrière, c'est sûr. Mais t'étais pas très bon, quoi, c'est ça que tu veux dire? Parce que moi, je suis dur avec moi-même aussi. Donc, il y en a qui vont dire que j'étais bon, mais le foot, c'est soit t'es le meilleur et à 12 ans, on te repère, soit passer à autre chose. Sport-études à quel âge alors? Sport-études à 15 ans. 14 ans, je pars. Et c'est ça qui te fait... Je repars à Rennes. Ok. Ouais. Donc tu retrouves quand même les amis que Même pas. Quelques-uns, mais rien à voir. Nouvelle aventure, nouveau lycée. Il y a quelques amis qui étaient un peu là, que je retrouve avec l'athlétisme. Parce que c'était des liens qu'on avait, parce que comme c'est des championnats de France qu'on faisait, on se retrouvait souvent une fois par mois dans des compétitions et tout. Donc il y a quelques-uns dans le club que je retrouve. Mais... T'as réussi à garder des amitiés quand même dans tout ça? C'est compliqué, ça c'est une très bonne question, c'est très compliqué quand tu bouges beaucoup, etc. Je suis en très bon terme avec beaucoup de gens, mais c'est vrai que garder les liens, repartir en vacances avec eux... T'as pas d'amis qui sont liés à cette période-là? Si. T'as aujourd'hui? Si, bien sûr, j'ai mes amis du lycée, bien sûr. Mes meilleurs amis viennent du lycée. C'est avec eux que je pars en vacances tous les ans. Un en particulier, Kylian. Donc c'est vraiment... Non, c'est mon groupe d'amis que je vois tout le temps. Ouais. Mais ils sont pas à Paris, donc je les vois moins, mais...
Et tu faisais rire les copains dans la cour de récré? J'ai toujours été avec des gens très drôles. Donc il n'y avait pas que toi, c'était Non, genre une bonne énergie. Moi, c'était notre leitmotiv, c'était traîner avec des gens marrants. Quand on était entre nous. Si c'était marrant, tu traînes avec nous, c'était pas marrant, dégage. Il n'y a que ça qui nous animait. Donc en fait, à ce moment-là, tu n'émerges pas comme étant le plus drôle de tous. Non, on était tous très marrants. Après, j'étais quand même très marrant. Et les autres, ils ont fait de l'humour? Non, rien à voir. Mais non, rien à voir. C'est des amis à moi qui sont très timides. D'ailleurs, mon ami Kylian, moi, c'est un ami qui me fait beaucoup rire. C'est un pote que j'aime beaucoup et avec qui je passe beaucoup de temps. Et ouais, c'est un mec très marrant, mais non, rien à voir. Un mec très timide, par exemple, tu vois. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Ayoub Marceau, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika et Ayoub. On se retrouve demain. Tout de suite, c'est le de School TV avec le Zap. C'est important pour vous d'incarner, notamment pour les jeunes? C'est capital. Quand on racontait l'histoire de l'esclavage, et rarement, parce que dans les programmes scolaires, ce sujet était malheureusement très absent, mais quand on le racontait sous forme de flux massifs d'êtres humains transportés d'un point à un autre, et on perdait complètement l'épaisseur humaine et l'expérience d'êtres humains et de personnes. Mais c'est vrai que moi je me souviens encore de schémas où on nous montrait le commerce triangulaire et en fait vous avez raison, c'était les êtres humains étaient ramenés à l'état de chiffres, grosses flèches sur une carte. De données arithmétiques, c'est vrai. Ou alors de données victimaires, mais jamais acteurs de leur propre histoire, ce qui est en fait le cas. C'est-à-dire que dès qu'on se penche sur l'histoire et qu'on s'intéresse aux personnages, aux personnes, connues ou méconnues, on se rend compte qu'il y a une épaisseur humaine extraordinaire, il y a des caractères, il y a du courage, d'où le titre de Oser la liberté. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en œuvre. Quand on retrace l'histoire de cette entreprise, Jokatop, on se dit que vous avez quand même été assez avant-gardiste, notamment en ce qui concerne l'éducation au numérique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, exactement. En 1996, date de la création des éditions Jokatop, le virage du numérique, plutôt du multimédia à l'époque, a été pris immédiatement, de manière au départ complètement artisanale. Parmi les dirigeants de Jokatop, il y en a qui passaient eux-mêmes faire les installations dans les écoles à partir des disquettes. Petit à petit, on a évolué. On est passé au CD-ROM, puis aux clés USB. Et aujourd'hui, depuis un peu plus de 3 ans, on a une plateforme qui s'appelle le Jokastore, sur laquelle les applications disponibles, qui sont au nombre de 70, sont complètement dématérialisées, ce qui fait qu'on est tout à fait dans notre siècle, prêt à être au service des enseignants pour leur faciliter la vie. Omar, tu as 17 ans donc et tu es chef d'entreprise, je le disais, mais tout a commencé avec ta participation à Qu'est-ce qu'il y a, un programme autour de l'IA à destination des étudiants des quartiers populaires, grâce auquel tu as eu l'opportunité de concevoir une application de A à Z. C'est quoi cette application ? Dans le cadre du programme Qu'est-ce qu'il y a, en début d'année, moi et mon équipe, donc on était 5 au total, on a développé une application de reconnaissance des déchets qui utilise l'IA pour reconnaître la catégorie de déchets, pour ensuite améliorer le traitement qui sera fait en mairie et éviter des accidents de ramassage ou améliorer le tri sélectif et tout simplement rendre nos villes plus propres. Et ça t'est venu comment, cette passion de l'informatique ? Elle est née tard, tôt, il y a longtemps, il y a environ 5 ans, lorsque j'ai commencé à apprendre à développer des sites web, puis des applications, par simple passion et par curiosité. Quand on entend des cris de singes dans un stade, il faut penser qu'au XVIIIe siècle, on représente des petits négrillons, qui sont en fait des esclaves de cour, ou des esclaves d'agrément dans les cours aristocratiques. On les représente avec des petits singes. Et on les met à la même hauteur que le petit singe ou que le perroquet. Donc il y a vraiment une animalisation de la personne humaine pour justifier de sa servitude. Et on vit encore sur cet héritage-là. Et voyez comme on a du mal à l'éradiquer. Donc quand on a la loi de Christiane Taubira, portée par beaucoup d'associations avant elle, mais qu'elle reprend à son compte en 2001, qui permet de reconnaître le crime de la traite d'une part, et de la condition d'esclave, d'autre part, comme des crimes contre l'humanité, on avance encore un peu, mais on voit bien qu'il y a encore du travail. Et c'est ça qu'on dit à la fin de l'exposition. Et voilà. Et ce travail, il est considérable, parce qu'en fait, sans attendre la loi Taubira, dès les années 20, un certain nombre de personnes, je pense à Paulette et Jeanne Nardal, mais il y a également Aimée Suzanne Césaire, il y en a d'autres, s'emparent de cette histoire en disant il faut que ce soit à l'école. Absolument. Il faut qu'on en parle à l'école. C'était il y a un siècle. Donc c'est un long combat. On ne sait pas en parler. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on
Mais écoutez, je pense une exposition comme celle-là, l'initiative. Non, mais c'est vrai. L'initiative du Centre des Monuments Nationaux, du Panthéon et de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'avais fait il y a quelques années un travail qui continue à se développer, qui s'appelle le concours pédagogique national de la flamme de l'égalité. Et oui, justement, il nous reste une minute. Ça consiste en quoi? On demande, on propose aux professeurs de développer des projets de classe. Et chaque année, une classe de primaire, une classe de collège, une classe de lycée et même en maternelle, les élèves concourent, présentent leur projet, c'est accompagné par la Ligue de l'enseignement et c'est le président de la République qui remet les prix chaque année, au 10 mai, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France. S'adapter aux enfants, en tout cas, c'est ce que vous faites et vous nous le dites. Voilà aussi des valeurs que vous portez également au sein même de vos produits où l'enfant avance dans son apprentissage en toute confiance. J'ai testé en préparant cette émission OUTOP dans plus de 1000 exercices. Évidemment qu'il est normal pour un enfant de se tromper de temps en temps. Vous avez en revanche fait le choix de ne jamais mettre de sanction à l'enfant en cas d'erreur. Au contraire, vous lui apportez une explication pour l'aiguiller vers la bonne réponse. C'était une évidence pour vous ? Oui, alors là je vais encore reprendre ma casquette d'enseignant décidément, mais oui, parce qu'on sait très bien que la pédagogie par la sanction, ça ne produit pratiquement jamais d'effet. Voilà. Et particulièrement pour les enfants en difficulté. Ça les braque. La confiance, c'est fondamental à l'école. Donc être en confiance quand on est face à l'adulte, ou là en l'occurrence face à l'appli, qui est une sorte d'adulte numérisé, on va dire, c'est fondamental que ça passe par l'encouragement, par l'aide. Et si on n'a pas les deux, c'est-à-dire la récompense et l'aide pour pouvoir remettre l'enfant dans un contexte pédagogique qu'il comprenne bien, eh bien, on ne va pas à la réussite. Donc, on l'a mis évidemment en pratique avec un système d'aide quand l'enfant se trompe, des aides qui sont sonorisées. Donc, même les enfants non lecteurs peuvent avoir accès à ces explications. Et lorsqu'il fait ces exercices, même sans les réussir, une nuance importante, il est tout de même récompensé. Ce qu'on récompense, c'est d'aller jusqu'au bout, pas forcément de réussir. Vous mettez des choses en place pour accompagner ces brillants trappistes une fois lancés ? Oui, tout à fait. Déjà, il y a les programmes Qu'est-ce qu'il y a qui vont être plus pour les talents de la tech, de la data, mais cette année, on va lancer la nouvelle promo en élargissant justement le recrutement à d'autres profils qui viendraient d'autres formations pour faire des équipes encore plus diversifiées et encore plus performantes, parce qu'on sait que la diversité des profils participe à la performance. Je sais que Fatoumata est aussi dans une association qui s'appelle Attrape ton avenir, où justement, ils organisent des tables rondes sur l'orientation, ils côtoient des coachs pour la prise de confiance en soi. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place et par la mairie et par les associations locales pour accompagner ces jeunes à se sentir plus légitimes. Parce que c'est beaucoup une question de confiance en soi. Donc, on travaille ces aspects-là et on travaille aussi les aspects d'orientation. Une fois qu'on a intégré Sciences Po, la suite, qu'est-ce que c'est ? Dans quel master je vais m'orienter ? Dans quelle filière je vais m'orienter ? Pour vraiment aller au-delà. Parce que à Trappes, on a deux types de profils. Il y a les jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, où là, on va avoir des dispositifs vraiment pour les réinsérer sur le marché de l'emploi. Et on a des jeunes qui sont en études supérieures, mais qui ont besoin de ce petit coup de pouce pour choisir la bonne orientation et réussir encore plus brillamment que ce qu'ils auraient pu faire sans ce coup de pouce-là. Et nous, on n'oublie pas ces jeunes-là aussi. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, c'est Théo Boscar, le son Thibaut Bourri-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferret et Laura Girard. À la rédaction, bien sûr, Loïc Landreau, l'immense, le grand, chroniqueur. Voilà. Pas si grand que ça. Là. Si. Et puis toute l'équipe de School TV, bien sûr, qui fait un travail formidable autour. Merci à vous de nous suivre. Canal 217 sur les box Orange, 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.